Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada. Le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Vous écoutez le 7e épisode de la Station acéricole. Je m'appelle Caroline Cyr et je suis conseillère en communication au PPAQ. Dans cet épisode, on discute d'insectes envahisseurs qui, plus souvent qu'autrement, menacent la santé et l'équilibre de nos érablières. Avant d'écouter le récit d'un producteur acéricole de Mirabel qui a vécu un cauchemar, Pierre Terrien, biologiste au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, nous dresse le portrait des insectes envahisseurs qui touchent plus précisément les érablières. On veut savoir c'est quoi ces insectes-là, comment ils vivent dans nos forêts et quels dégâts ils peuvent causer. Si on s'intéresse aux insectes envahisseurs, au cours des dernières années, des 10 dernières années, il y en a eu 2 qu'on a pu observer. C'est la livrée des forêts et la spongeuse européenne. Le premier, la livrée des forêts, est un insecte indigène. Le second est un insecte exotique qui nous vient d'Europe, mais qui agit maintenant comme un insecte indigène. Pourquoi c'est important de mentionner la différence? C'est que les insectes indigènes existent dans nos forêts depuis des milliers d'années. Et les peuplements ont évolué avec des épidémies de ces insectes et sont donc capables de résister aux épidémies de ces insectes. Alors, c'est quand même important quand on considère que nos peuplements sont attaqués par ces insectes. Il faut savoir que le peuplement ne mourra pas. Il pourra peut-être y avoir un petit peu de mortalité de certains arbres qui sont stressés ou qui sont déjà un petit peu moribonds, mais ça a un effet d'assainissement dans le peuplement et la régénération va prendre la place des arbres qui sont morts et le peuplement va rester quand même en santé. Les 2 chenilles se nourrissent du feuillage. Les livrées des forêts préfèrent le feuillage du peuplier faux-tremble, mais vont aussi attaquer les érables, sauf l'érable rouge. La spongeuse européenne préfère le chêne rouge, mais va aussi attaquer l'érable. Quand on a une érablière, on peut avoir les 2 insectes. Bien sûr, pour le commun des mortels, une chenille ressemble à une autre chenille. Eh bien, pour vous aider à les reconnaître, voici quelques trucs. Les chenilles de la livrée des forêts ont 2 lignes bleues sur le dos et plein de taches blanches en forme de trous de serrure. Tandis que les chenilles de la spongeuse européenne sont un peu moins jolies. Elles sont aussi moins poilues et on peut voir sur leur dos des boutons rouges et bleus. Maintenant qu'on sait bien différencier ces 2 insectes, comment fait-on pour savoir si on fait face à une épidémie? Est-ce que c'est facile à voir venir? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une présence de la livrée des forêts et de la spongeuse européenne dans les peuplements. Quand on n'a pas d'épidémie, il y a très peu d'insectes. En général, on ne les voit pas, on ne voit pas leur effet. C'est très difficile de les trouver. Mais sous différents facteurs qu'on ne comprend pas toujours très bien, là, ça peut être des questions de météo, ça peut être des questions que les ennemis naturels cessent d'agir sur les populations. On commence à voir une augmentation des populations et là, c'est là qu'on commence à voir de la défoliation et qu'on peut dire qu'on a une épidémie d'insectes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'insecte est toujours présent. C'est un cycle, dans le fond. Les populations passent d'un niveau faible à un niveau plus élevé durant les épidémies. Lors de l'installation d'une épidémie, les gens qui pourraient se promener dans le peuplement, au tout début, risquent de ne rien voir. Parce que, bon, les populations sont encore relativement faibles. Et même si les populations augmentent durant une première année d'épidémie, souvent, le niveau de défoliation sur les arbres est pas visible. Ça peut être jusqu'à 30 %, puis à moins de porter bonne attention à ce qu'on voit, en général, on ne voit pas vraiment de défoliation à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau de la 2e année où là, le peuplement peut être complètement défolié. Là, il ne reste plus de feuilles sur les arbres. On se croirait en automne, où là, c'est très clair qu'une infestation, une épidémie d'un insecte.
Les arbres vont refaire une deuxième feuillaison plus tard en saison. Et puis ça, en soi, ça n'affecte pas la survie des arbres. Si vous souhaitez prévenir une épidémie, c'est davantage un travail en amont qu'il faut faire pour rendre la forêt plus résiliente. C'est-à-dire que la forêt aura la capacité de retrouver elle-même un certain équilibre après avoir subi des perturbations. Si on veut s'assurer de la santé du peuplement, c'est des travaux qu'on peut faire constamment. Évidemment, je recommande de faire affaire avec un ingénieur forestier parce que chaque peuplement a des particularités très spécifiques et il faut avoir des recommandations qui sont appropriées à l'état du peuplement. Mais en général, ce qu'on veut faire, c'est conserver les espèces compagnes, avoir une diversité d'essences, une diversité d'arbres à l'intérieur de l'érablière pour que on puisse s'assurer d'avoir un mélange d'insectes prédateurs qui va aider peut-être à réduire les impacts des épidémies d'insectes. On ne peut pas prévenir les épidémies des insectes. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment gérer les impacts négatifs de l'épidémie. Alors, ce qui est important, il y a deux facteurs à considérer. Il y a l'aspect forestier du peuplement, puis il y a l'aspect production de sirop d'érable. Alors, si on regarde l'aspect forestier, comme j'ai mentionné tout à l'heure, les épidémies de ces insectes-là durent à peu près 3 années et ça ne met pas en danger la survie du peuplement. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est vraiment faire une gestion forestière du peuplement avec des interventions sylvicoles appropriées pour s'assurer que les arbres sont vigoureux et que le peuplement est en santé. C'est vraiment la meilleure chose à faire. Ça se fait constamment, pas juste en période d'épidémie. En période d'épidémie, il est déjà trop tard pour faire ça. Et puis, ça va aider les arbres à résister à un paquet de problèmes, pas juste les infestations d'insectes. Je pense que la question que se posent la plupart des producteurs et productrices, c'est si les changements climatiques nous affectent présentement, est-ce qu'ils peuvent aussi faire en sorte que nous ayons plus d'épidémies d'insectes? Ou est-ce que c'est seulement parce qu'on en parle plus qu'on a l'impression qu'il y en a plus? Au cours des dernières années, on peut avoir l'impression que les épidémies d'insectes sont plus fréquentes. Ce n'est pas vraiment le cas, là. Dans nos données, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les érablières, il y a des épidémies de livrée des forêts à peu près aux 13 ans. Et puis, dans le cas de la spongieuse, des épidémies, c'est à peu près aux 15 ans. Ce qui est arrivé récemment, peut-être, c'est que les deux épidémies se sont un petit peu plus synchronisées. Et donc, on a eu une épidémie de livrée des forêts suivie quelques années après par une épidémie de spongieuse européenne. Alors, ça donne l'impression qu'il y a plus d'épidémies d'insectes, mais c'est vraiment une question de synchronisme de cycle qui n'était pas synchronisé par la suite. Ils vont se désynchroniser et donc, je pense que la situation va revenir à peu près à ce qu'on connaissait par la suite. C'est un cas particulier, j'ai l'impression, ce qu'on a vu au cours des 10 dernières années. Ce qu'on pense qui risque de se produire dans l'avenir, c'est que, les changements climatiques risquent d'augmenter le stress sur les arbres, ce qui fait que des arbres stressés peuvent moins résister aux épidémies d'insectes. Donc, ça va être encore beaucoup plus important de s'assurer que le peuplement est en santé, que les arbres sont vigoureux. Pour l'effet même sur les insectes, ce qu'on pense surtout qui va se produire, c'est que la distribution des insectes va changer avec les changements dans la température moyenne. Alors, certains insectes qui ne peuvent pas monter très au nord actuellement parce que la température est trop froide risquent de pouvoir se déplacer plus au nord à ce moment-là à cause des effets des changements climatiques. Pour ceux et celles qui veulent s'informer davantage, il y a un rapport annuel produit par le ministère qui s'appelle « Feux, insectes et maladies des arbres du Québec ». Vous pouvez le télécharger sur Internet en faisant une recherche sur Google. Vous y trouverez des informations sur l'évolution des épidémies et leur venue potentielle. Donc, le constat, c'est que les insectes sont déjà présents dans nos forêts. Et pour limiter les épidémies, il faut rendre nos érablières résilientes en intégrant, entre autres, des espèces compagnes. Regardez votre forêt aujourd'hui et posez-vous la question suivante. Est-elle suffisamment résiliente? Si la réponse est non, vous avez une nouvelle tâche qui s'ajoute à votre liste. Et vaut mieux commencer maintenant, parce qu'on sait que transformer une forêt, ça prend plusieurs années. Là, les peupliers arrivent à la fin de leur vie, ils tombent.
Là, on voit qu'il pousse parmi ça là, des érables. Il y a du merisier, du tilleul. Qu'eux autres, dans 50 ans, vont probablement avoir une autre coupe à refaire de sélection. Puis dans un autre 50 ans après, ça pourra redevenir une érablière. C'est quand même des longs processus. Michel Lalande, producteur acéricole de Mirabel, a appris à ses dépens que sa forêt était moins résistante qu'il croyait. Et s'il avait su, il aurait probablement agi autrement. Le témoignage que vous entendrez fait revivre de malheureux souvenirs à Michel Lalande. Et je pense que les mieux placés pour comprendre son histoire, ses inquiétudes et ses émotions, ce sont ceux et celles qui, comme vous, savent ce qu'une forêt représente pour un acériculteur. Commençons cette histoire par le début. L'épidémie a commencé en 2017. Donc, en juin 2017, là, il y avait vraiment là, beaucoup de chenilles, puis on a eu une grande quantité d'érables qui ont été complètement défoliés. Donc, à ce moment-là, on s'est informé un peu, puis on nous a dit, bon, ben, c'est un cycle un peu normal. Mon père se rappelait avoir vécu ça quand il était petit gars. Donc, il y avait des histoires où des cordes d'érable étaient complètement remplies de chenilles. Mais malgré ça, les années suivantes, il ne se rappelle pas qu'il y avait eu de dommages. Donc, on ne s'est pas tant inquiété, puis on a laissé aller. L'année qui a suivi, 2018, c'était la même chose. Très forte infestation, défoliation. Là, c'était plus sérieux, on se posait vraiment des questions. Puis, des voisins ont contacté les ingénieurs forestiers qui leur disaient « c'est des cycles normaux, faut laisser aller un peu ». Un autre de mes voisins, lui, a dit « Non, moi j'arrose ». Fait qu'il a fait arroser par le BT. Les chenilles sont mortes. 2-3 jours après, là, les chenilles tombaient au sol. Cette année-là, on a laissé aller, puis on a continué. En 2019, ça l'a repris. Mais là, cette fois-là, on s'est dit « OK, on arrose ». Fait qu'on a fait arroser, les chenilles sont mortes, mais il était déjà trop tard. On a eu beaucoup de mortalité dans l'érablière. On a arrosé, je dirais, une année trop tard. En 2018, suite à la deuxième infestation, on a répertorié puis martelé les érables avec 3 différents types de rubans. Donc, il y avait des rubans rouges où c'était des arbres qu'on savait déjà qu'il fallait abattre. Les feuilles ne repoussaient plus dessus, rendu même au mois de juillet. Puis, il y avait aussi des rubans jaunes où on avait 50 à 90 % de défoliation sur ces érables-là. Puis, des rubans bleus où il y avait 10 à 50 % de défoliation. Il s'est avéré, après quelques années, que tous les arbres qui avaient été identifiés avec des rubans rouges sont décédés. Puis, je dirais 90 % de ceux qui avaient des rubans jaunes aussi sont décédés. Ouf! Quelle catastrophe pour un acériculteur. Je me demande à quoi ça ressemble concrètement une érablière infestée par une épidémie. C'est quoi les souvenirs qui restent d'un événement aussi marquant? Quand on rentrait dans l'érablière lors de l'infestation, on entendait vraiment la défécation des chenilles au sol, les morceaux de feuilles qui tombaient. Sur la toiture de la cabane à sucre, il y avait tellement de défécation qui tombait sur le toit qu'à la bordure, il y en avait un amas au sol. Donc, c'était assez terrifiant. Ça ne nous tentait pas d'être là. On bûchait un peu, là, puis quand il venait le temps de manger, il fallait s'en aller dans le champ parce que tu étais certain de manger de la défécation de chenilles. C'était vraiment terrible. On va voir un peu partout quand on se promène dans l'érablière, là. Quand tu vas regarder la cime, c'est couvert complètement. Puis là, ici, tu vois le trou. Bien, ça, c'était des arbres qu'il a fallu abattre parce qu'ils ont été attaqués trop durement par les chenilles. Fait que tu vois ici, il y en a encore un autre. Là, la branche est morte là en haut. Lui, il est un peu faible. Il va avoir de la difficulté à survivre, probablement. Fait que ça en est un endroit où il y a eu des dommages. Il y avait beaucoup de soleil dans l'érablière. L'érablière est très dense, habituellement. Quand on entre dans l'érablière, c'est sombre. Mais là, il y avait du soleil partout. Ça l'a asséché le sol. Donc, ça a rendu les érables un peu plus fragiles. Puis l'année qui a suivi, mais en 2018, il y a eu une bonne sécheresse. Fait que la mortalité est probablement pas uniquement due aux chenilles, mais à une combinaison de plusieurs facteurs. Donc la sécheresse, l'affaiblissement des érables, parce qu'ils ont dû utiliser leur deuxième bourgeon pour créer des feuilles.
Ces feuilles-là étant plus petites, la photosynthèse est moins grande. Donc, toute la combinaison de ces effets-là a causé la mortalité qu'on a pu observer dans les années subséquentes. Michel et sa famille possédaient environ 3400 entailles. Ils en ont perdu 600 à 800 pendant l'épidémie, sans compter la relève d'érable qui a été atteinte elle aussi. C'est une grande perte pour une petite érablière comme celle-ci. C'est un bon indice qu'il a rentré trop de lumière, fait qu'il y a eu une défoliation totale 2 années de suite, ce qui a permis à ces plantes-là de croître. Puis ça prend du temps avant d'y retourner à leur place. Celle-là ici, là, c'en est une petite tige d'érable, mais elle se fait tout le temps couvrir. Même si Michel regrette d'avoir fait le choix de ne pas arroser son érablière, il ressort de cette épreuve avec plusieurs apprentissages. Ce qui aurait été agréable, disons principalement en 2018, là, c'est que les conseils qui nous soient donnés nous amènent à arroser. Mais l'expérience passée, probablement, ne pouvait pas permettre ce genre de conseils-là. Donc, c'est difficile de savoir là, ce qui aurait pu être fait vraiment là, pour empêcher ça. Ces changements-là, on les vit régulièrement dans différents modèles, différentes situations, des changements climatiques peut-être aussi, des changements de façon de faire nos cultures, puis d'interférer dans la nature pour qu'elle soit tout le temps comme nous autres on la veut. Ça fait en sorte que maintenant, on n'a peut-être pas trop le choix de temps en temps d'être obligé d'agir aussi, là. En 2019, la 3e année, on s'est senti un peu coupable de ne pas avoir suivi notre instinct puis de ne pas avoir arrosé. Mais il y a des choses pires dans la vie. Donc, on a continué. Ça nous a aussi beaucoup sensibilisés à la santé de notre érablière. Quelque chose qu'on avait déjà à cœur. Mais à partir de cet événement-là, je dirais qu'il y a eu un déclic encore plus important pour assurer une meilleure diversité dans l'érablière, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des secteurs de l'érablière qui étaient plus diversifiés, qui ont été moins touchés par l'infestation. Donc, on s'est mis à laisser plus les autres espèces, comme le tilleul, l'ostrier, le merisier, le carrier, prendre la place dans l'érablière pour donner une bonne diversité à notre forêt. L'espace dont je t'ai montré tantôt, là, 1,2 hectares qu'on va mettre en érablière, mais on va avoir plusieurs variétés d'arbres, on va seulement avoir quelques extras, puis on va venir en planter dans les secteurs qui ont été les plus endommagés, là. Probablement utilisant un peu... Mais moi, je dirais aux gens qui devraient vraiment aller marcher dans leur forêt là, de façon régulière, à toutes les semaines, puis même, je dirais, à partir de la fin mai jusqu'à la mi-juin, parce que c'est au moment où les infestations se produisent, d'y aller à tous les jours, puis de répertorier la quantité. Puis si l'infestation est grave, c'est une première année, je pense pas qu'il y a d'action à prendre, mais l'année qui suit, d'être très, très vigilant, puis aussitôt qu'on se rend compte que l'infestation va avoir lieu pour une 2e année, il faut agir. Il faut agir en utilisant, c'est l'arrosage là, qui avait été fait, c'est le BT par hélicoptère. C'est un peu dispendieux, mais c'est rien de comparé aux pertes subséquentes là, qu'on a là, de production là, sur plusieurs années. Là. Après avoir entendu tout ça, je pense que c'est évident qu'il n'y a pas un producteur qui a envie de passer par là. Au-delà des pertes monétaires et de productivité, la forêt, c'est comme une 2e maison pour bien du monde qui travaille dans le bois. Une érablière, ça reste rassembleur et festif, et surtout une source de grande fierté. L'érablière, ça a tout été ce qui a réuni la famille. Les parties de cabane, il y en a encore. Mes cousins et cousines qui étaient nos voisins et qui ont dû déménager, eux autres aussi, à cause de l'aéroport, viennent nous y rejoindre à tous les ans. Puis j'espère que... En fait, j'ai confiance. Je sais que mes 2 filles vont continuer de le faire, puis que mes petits-enfants, qui ont entre 4 et 7 ans, aiment déjà ça, ont déjà hâte autant des sucres, comprennent ce qu'on fait.
par rapport à mes chums qui ont vraiment travaillé jusqu'à la fin de leur vie, ben là, ils ont des régimes de pension qui leur permettent là, de complètement arrêter. Mais je sens pas que je travaille. Là, je fais souvent bien plus d'heures que j'en faisais quand j'étais payé. T'sais. Mais c'est pas ça que je sens. Là. L'exploitation de notre érablière, c'est plus qu'un revenu. C'est un mode de vie. Puis marcher dans l'érablière, là, c'est tellement bon, agréable, ressourçant. On a un attachement à ça parce que, bon, mon grand-père l'a exploité, mon père aussi. Mon père a 88 ans, puis travaillait encore avec moi dans l'érablière. Puis je pense que c'est ça qui le tient en forme. Moi, j'ai 61 ans, puis j'espère vraiment être capable d'exploiter l'érablière encore longtemps, très longtemps. Ça m'apporte tellement. C'est pour ça que c'est important, la santé, cette érablière-là. Il en va de ma santé. Comment terminer un épisode après une histoire comme celle-ci? Il y a parfois des choses qui ne s'expliquent pas vraiment. Et cette relation-là qui existe entre un acériculteur et sa forêt, ça en fait partie. Ça se vit, tout simplement. Si jamais vous aimeriez anticiper et savoir si votre forêt est résiliente et votre peuplement en santé, informez-vous auprès de vos clubs d'encadrement technique, auprès d'ingénieurs forestiers et consultez le rapport Feux, insectes et maladies des arbres du Québec produit par le ministère des Forêts. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Continuez de nous écrire et de nous envoyer vos commentaires et suggestions à lastationacéricole@gmail.com. Dans le prochain épisode, on discute de centres de bouillage avec 2 acériculteurs. Si vous avez aimé ce balado, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes ou écoutez-les au ppaq.ca. Envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions à l'adresse courriel lastationacéricole@gmail.com. Je m'appelle Caroline, je vous dis à bientôt!